bonjour à tous et puis merci d'être présents, de vous être connectés aujourd'hui. On accueille aujourd'hui Marine Le Gallelly, qui est professeure agrégée des universités à l'Université de Bretagne occidentale et membre permanent du LEGO, qui est en fait le laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest. Voilà. Donc, elle mène principalement ses recherches sur le prix, les questions de gratuité et de don en comportement du consommateur. Aujourd'hui, donc, sa présentation va porter sur le don dans les recherches en comportement du consommateur et en marketing. Et on la remercie beaucoup pour d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc, Marine, si tu veux commencer. Tu peux. Très bien. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger sur nos sujets de recherche. Alors juste un petit mot en fait sur comment j'en suis arrivée en fait au don. Donc j'avais commencé à travailler sur le prix en fait au début de ma carrière. Donc j'ai fait une thèse sur le consentement à payer du consommateur en fait. Et puis petit à petit après j'ai travaillé sur la gratuité aussi avec un groupe de collègues, donc la gratuité dans les musées et les monuments. Et puis notamment lors de cette recherche sur la gratuité, la question de la proximité en fait avec le don se posait assez régulièrement, même si c'est un concept différent. Et donc voilà, ensuite, j'ai développé un programme de recherche sur le don. Donc le papier, comment dire, alors est-ce que ça avance? Voilà. Je n'ai peut-être pas mis en écran. Voilà. Donc le papier dont vous m'avez parlé, en fait, comment dire, quand vous avez pris contact avec moi, Léo et Elisabeth, donc c'est un papier de synthèse, en fait, qui est paru suite à un travail collectif. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a eu, donc moi j'ai fait ce travail de synthèse. Il y a un certain nombre d'autres publications en fait qui sont issues de ce travail collectif. Donc c'est un projet donc de l'Agence nationale de la recherche donc qui s'intitulait Dons et bénévolat, de la compréhension des comportements à l'optimisation des ressources des associations. Donc c'était un appel à projet spécifique qui était sorti sur les entreprises et les formes d'organisation économique. Et donc avec 10 collègues, comme on a souhaité proposer ce projet portant plus spécifiquement sur le don donc, et les associations. On se disait que c'était un petit peu original dans la mesure où c'est vrai que la grande majorité des travaux en sciences de gestion portent plutôt sur les entreprises privées, en fait. Donc c'était des collègues donc, de Brest. Le Lego s'appelait l'ICI à l'époque, du Cres-les-Sorts donc à Rennes 2 et puis du CRGN à Nantes et une collègue d'HEC Genève. Ça, c'était pour le projet ANR. Mais sachant qu'on a travaillé, on a élargi en fait ce cercle, hein, notamment Jonathan, s'est joint à nous. On avait fait, donc c'était vers la fin du projet, une réunion à Genève. Comme il y avait Jean-Sébastien Marcou, qui est de Montréal aussi. Domaine Bajde, qui était en Slovénie à l'époque, mais qui est au Danemark, me semble-t-il maintenant. Voilà, plusieurs collègues. Russell Bell qui s'était joint à nous également à Genève. Et il y avait des collègues qui étaient en thèse également à l'époque. Donc voilà, donc au-delà de ce papier de synthèse, en fait, il y a pas mal de choses qui sont parues suite à ce projet. J'y reviendrai donc tout à l'heure. Pour ma présentation, je vais faire une petite synthèse de l'article, mais assez rapide parce que de toute façon, certains d'entre vous l'ont déjà lu et puis il est disponible hein, de toute façon, donc vous pouvez le voir en détail. Insister peut-être sur les voies de recherche, les voies de recherche et puis les autres travaux, parce qu'il y a des travaux donc, qui sont parus depuis, notamment au Lego, et puis je vais faire un petit peu de publicité pour mes doctorants aussi, qui ont soutenu sur ces sujets. Certains ont déjà soutenu, et puis j'ai un doctorant là qui soutient le mois prochain, justement.
Donc voilà. Donc rapidement, en fait, quand on était à l'origine en fait du projet ANR, il y avait le constat en fait d'une grande diversité de pratiques. Hein. Déjà de nombreux objets en fait de dons, argent, temps, des objets, des cadeaux, du sang, des organes. Il y a pas mal ça, vous pourrez regarder aussi dans recherche et application marketing et puis dans décision marketing aussi, il y a pas mal de choses qui sont sorties sur le don de sang et le don d'organes depuis. Voilà, alors après, il y a la question du receveur. Donc, ça peut être un don à des proches, à des inconnus, à des associations, aux églises, etc. Comment... Là aussi, alors cette question du receveur, on y reviendra, mais comment elle est assez peu abordée en fait dans les travaux. Mais là aussi, récemment, comment dire, j'ai eu l'occasion de... Alors, c'est sans doute pas encore paru, mais comment dire, il y a des papiers, je pense, qui vont sortir sur cette question il y a beaucoup de recherches qui sont du point de vue du donateur, mais il commence à y avoir des travaux qui prennent en considération le point de vue des receveurs. Et voilà, alors ça peut être un don spontané, puis ça peut être aussi un don en réponse à une sollicitation. Et là aussi, on le verra comment cette question de la sollicitation, elle pose question, hein, notamment un point de recherche que l'on a abordé donc la suite à l'ANR avec Caroline Urbain et Bertrand Hurien, porte sur la résistance en fait qui commence à émerger face aux sollicitations donc des associations. Voilà, donc dans l'article, bon, j'ai fait une rapide synthèse, mais c'était vraiment pas, c'était pas l'objet. Dans la première version du papier, c'était un peu plus long, mais les relecteurs m'ont rappelé que c'était un papier en marketing et comportement du consommateur, donc qu'il ne s'agissait pas de refaire tout l'historique, mais évidemment, il y a de nombreux travaux, que ce soit en philosophie, comme en anthropologie, en économie, en sociologie, qui portent sur le don, hein, donc soit vu comme un instrument de pouvoir, de domination, ou au contraire un acte altruiste, désintéressé, voire sacrificiel. En anthropologie, évidemment, il y a énormément de travaux, donc évidemment, bon, Mauss, mais également beaucoup d'auteurs donc, qui ont travaillé alors, principalement beaucoup sur les sociétés archaïques, mais également hein, dans les sociétés modernes. Et puis enfin, bon, on peut noter hein, l'opposition entre l'économie et puis la sociologie anti-utilitariste sur qu'est-ce que le don en fait dans les sociétés modernes. Est-ce que c'est un échange gratuit ou est-ce que c'est simplement une pratique créatrice de liens souhaitée, subie. Alors cette question de l'échange, en fait, j'ai trouvé intéressant ces travaux dans la mesure où l'échange, en fait, c'est un concept en fait qui nous intéresse en marketing, en comportement du consommateur. Ça justifie aussi, comment dire, de s'y intéresser. Et donc les questions bon, que l'on s'est posé ensuite, c'est donc bon, en quoi justement ces comportements peuvent intéresser les chercheurs en marketing, en comportement du consommateur, et puis comment en fait nous pouvons en tant que chercheurs en marketing et comportement du consommateur donc contribuer en fait à la compréhension de ces comportements. Alors l'article ensuite est structuré en 5 parties, hein, les cadres d'analyse, les perspectives donc centrées sur le contexte du don et les perspectives qui adoptent plutôt le point de vue de l'individu. Ensuite, une partie sur les tentatives de mesure et de modélisation. Donc, je reviendrai à mes tentatives parce que c'est assez compliqué et on va dire les modèles restent aujourd'hui perfectibles et les échelles de mesure également. Et puis enfin, j'insisterai peut-être un petit peu plus sur les voies de recherche de manière à ce qu'on puisse échanger, comment dire, sur ce point.
Voilà. Alors, concernant comment les cadres d'analyse, en fait, en comportement du consommateur, les travaux les plus anciens ont porté surtout sur le don, se sont focalisés sur le don aux intimes. Donc, les cadeaux, donc c'est tous les travaux de Belk, par exemple, dès 1976. Chéri également, Hotness et Beltramini, par exemple, qui ont travaillé sur ces questions, alors que, par contre, les travaux les plus récents s'intéressent plutôt aux dons dans des cercles moins intimes. Alors, évidemment, les réseaux sociaux ont fait émerger de nouvelles questions. Beaucoup plus de travaux également sur le don aux associations, le don caritatif, et puis enfin, aux associations ou à divers organismes. Et puis, il y a aussi des réflexions sur des concepts qui sont proches, comme l'aide, avec les travaux notamment de Jean-Sébastien à HEC Montréal, et puis Jean-Sébastien Marcoux, et puis des travaux sur le partage aussi, donc des concepts proches. Alors, bon, au départ, moi, je ne m'étais pas lancée à proposer une définition, je n'avais pas cette ambition à l'origine. Là encore, c'était une demande des lecteurs, donc on respecte, comment dire, et on remercie les contributions des relecteurs. Donc voilà, la définition en fait que j'ai proposée pour le don, c'est tout acte donc qui impliquant donc le transfert de biens ou de services de toute nature entre un donateur, que ce soit un individu ou une organisation, puis un receveur, de la même manière, individu ou organisation, sans obligation contractuelle ni contrepartie immédiate et ayant pour but la création d'un lien de nature sociale. Donc l'idée, c'est un petit peu de couvrir un petit peu le spectre des travaux qui avaient pu être menés précédemment dans d'autres disciplines. Alors, donc ensuite, oui, alors pour ce qui est des cadres d'analyse, donc j'en ai détaillé certains dans l'article, vous pourrez voir un petit peu les travaux, notamment de Belk, qui définit les caractéristiques donc, du don parfait, l'idéal prototypique, les travaux également de Michel Bergadas sur le don d'objets. Et puis enfin, il y a tout un pan de travaux qui portent sur the bright and dark side of the gift, donc qui souligne l'asymétrie en fait des relations de don, la supériorité du donateur comment voilà, souligne le fait que le don, ça n'est pas qu'un acte altruiste aussi, comment dire, ça peut être un moyen d'exercer un pouvoir sur les gens, voire même, même de les opprimer. Voilà. Alors oui. Donc ensuite, il y a deux grandes perspectives en fait en comportement du consommateur. Alors, des travaux qui portent plutôt sur le contexte. Et là, on voit qu'il y a eu des grandes évolutions en fait, historiques du don et des institutions qui portent le don. Que ce soit soit les riches, pour ce qui est des vergétismes, par exemple, voilà, avant, on va dire, avant le XVIIIe siècle. Ensuite, avec l'embourgeoisement de la société, alors là c'est pour la France, mais bon, après les dates, les périodes peuvent être un peu différentes selon les pays, mais on retrouve, comment dire, dans les pays occidentaux cette tendance, comment le don devient ensuite plus philanthropique avec des organisations donc, qui vont le porter. Alors en France, on a aussi une spécificité, c'est qu'à un moment donné, avec les mouvements socialistes de la fin du 19e siècle, comment dire, le don est remplacé en fait par l'assistance publique, la solidarité. Alors remplacé, pas totalement remplacé, mais comment dire, prend une place, on va dire, plus minime. Donc toutes ces évolutions historiques, elles expliquent aussi que
dans les différents pays et puis, comment dire, selon les cultures, en fait, le don n'est pas toujours porté par les mêmes institutions. Donc en France, ça va être l'association, mais comment dire, du côté en Amérique du Nord, vous avez beaucoup de fondations, par exemple, une culture philanthropique qui diffère hein, de la culture française. Après, dans d'autres pays, les institutions religieuses peuvent garder aussi un poids très fort, hein, comment dire. Voilà. Donc, ce qui fait aussi, quand on regarde après les recherches, il faut bien garder ça en tête parce que, comment dire, les résultats vont forcément aussi dépendre du contexte dans lesquels on va mesurer ou étudier les comportements. Voilà, alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, et ça a été souligné notamment hein, par certains sociologues, Caillé par exemple, que bon, les associations, en fait, elles se sont développées dans les interstices entre l'État et le marché. Donc, euh, et comment l'apport en fait hein, du marketing bon, se justifie pleinement donc, du fait de nos connaissances hein, sur le comportement des individus, sur les marchés et face aux sollicitations, on va dire, hein, des organisations. Alors, il n'en reste pas moins que la plupart des travaux en comportement du consommateur portent sur comment sont menés dans une perspective individuelle, donc du point de vue de l'individu et principalement donc, du donateur. Alors là, je ne vais pas tout lister, et puis c'est listé dans le papier. Vous avez un tableau qui synthétise aussi les différentes références, mais donc, de nombreux travaux ont été menés sur les caractéristiques sociodémographiques du donateur, l'âge, le sexe, le niveau de revenu, le niveau d'études, composition du foyer notamment, avec des résultats en plus qui peuvent être divergents. Les caractéristiques aussi psychologiques, psychographiques, donc beaucoup de travaux sur l'influence de la personnalité altruiste par exemple, mais aussi on sait que, donc, je l'ai déjà dit, le comportement de don n'est pas un acte purement altruiste, on sait que le don peut être marqué aussi par l'égoïsme, par l'intérêt personnel, il peut y avoir des motivations hein, égoïstes, améliorer son estime de soi, comment dire gagner la reconnaissance des autres, par exemple, hein, voir le pardon de ses péchés, donc des motivations tout à fait égoïstes sous-jacentes au comportement de don. Alors des travaux un petit peu plus récents donc, ont porté sur l'identité, donc le fait que notamment l'identité, les individus recherchaient comment une proximité identitaire avec alors, bon, soit les receveurs, soit l'association qui fait l'intermédiaire. Assez peu mais quelques travaux sur l'influence de l'origine ethnique notamment. Des travaux sur l'anxiété face à la mort. Là, il faut souligner aussi qu'en parallèle, alors, on avait travaillé avec Sophie Rionnier et c'est Bertrand, notamment Urien, qui avait travaillé avec elle, en parallèle hein, de l'ANR sur la question du legs, en fait, qui est un petit peu particulière. Et bon, ils ont notamment montré hein, que, comment dire, cette question de l'anxiété face à la mort, elle avait une influence plutôt positive en fait hein, sur le don. Donc voilà, donc Sophie et puis comment dire Bertrand, puis Michel Bergada aussi donc de Genève ont travaillé sur ces questions. Bon, comme ils travaillent aussi hein, sur tout ce qui est temps, vieillissement, etc. Voilà, l'efficacité perçue, la culpabilité, j'y reviendrai aussi parce qu'il y a une collègue justement, j'ai mis la référence à la fin du diaporama, vous pourrez diffuser hein, d'ailleurs le diaporama sans souci, qui a travaillé sur l'utilisation de la culpabilité en fait par les associations pour provoquer le don. Donc, qui a montré qu'en fait l'efficacité c'était une courbe en fait en cloche, c'est-à-dire que un degré faible de culpabilité ne provoque pas le don. Il y a un niveau moyen, en fait, comment dire, idéal. Après, trop de culpabilité, ça provoque également des réactions de rejet.
Donc, c'est Camille Chédotal qui a soutenu sa thèse, elle, en 2012, et qui a publié notamment dans RAM, comment dire, un papier sur cette question. Voilà, alors des travaux, alors un petit peu moins de travaux, mais il y en a quand même quelques-uns sur les variables de contexte. Alors les variables, bon, notamment hein, l'influence des normes sociales sur le don, et puis quelques comment dire, travaux sur les variables situationnelles, notamment des travaux sur l'humeur. L'humeur, en fait, a une influence sur le don. Les personnes, comment dire, de bonne humeur étant plus généreuses donc, que les personnes tristes voilà, ou en colère. Voilà. Par contre, peu de travaux, en tout cas à ma connaissance, sur tout ce qui peut être l'influence de l'environnement physique, par exemple, les locaux de l'association. J'ai rien trouvé, ou d'autres antécédents comment situationnels. Voilà. Et puis ensuite, on a tout un pan de travaux qui se développe, et notamment ces dernières années, sur l'influence de la cause, donc tout ce qui est relatif en fait à l'association et aux messages qui sont envoyés. Donc la crédibilité, l'image de l'association, la confiance donc envers l'association. Bon, il a été montré aussi, par exemple, il y a eu quelques scandales, hein, comment dire, comment c'était l'ARC en France, par exemple, United Way aux États-Unis, qui ont, comment dire, eu un impact extrêmement négatif, évidemment, comment dire, sur les images l'image de ces associations. Et puis, comment dire, et de plus en plus des travaux donc, sur la sollicitation, le message qui est envoyé, la forme des messages, qu'est-ce qui est très efficace, et puis les canaux également. J'y reviendrai tout à l'heure parce que justement, j'ai deux de mes doctorants qui ont travaillé sur ces questions. Donc, les canaux, que ce soit classique, téléphone, mais comment dire, téléphone, courrier, les canaux classiques, et puis aujourd'hui les mails, les réseaux sociaux, etc. En fait, donc voilà, là, il y a de plus en plus de travaux sur ces questions. Alors, ce que l'on peut dire, par contre, il faut quand même souligner des limites en fait dans ces recherches. Alors, déjà, c'est parfois assez difficile de les comparer parce que les instruments de mesure, les populations ne sont pas les mêmes, les contextes, les formes d'aide ne sont pas les mêmes. Alors, parfois, c'est simplement le don d'argent qui est étudié, parfois, c'est toute forme d'aide. Les travaux peuvent mélanger, par exemple, don d'argent avec le bénévolat, par exemple. Donc, c'est pas toujours, les résultats ne sont pas toujours comparables. Voilà, alors quelques mots sur les modèles. Donc, après une revue de littérature, moi j'avais mis en évidence, alors il y a peut-être eu d'autres tentatives depuis, mais qui m'ont échappé. J'avais sélectionné 6 modèles en fait qui tentaient de mettre en lien donc les antécédents, les variables modératrices, le comportement de don et puis ses conséquences. Alors là encore, hein, les modèles prennent bon, les variables ne sont pas les mêmes, le type de don n'est pas toujours le même, ça peut être don à une association, mais bon, certains, par exemple, il y a dans 2 modèles, c'est don de la main à la main aussi, donc c'est assez difficile en fait de les comparer. Et puis en fait, au final, ils sont bon, ça permet, comment dire, peut-être de comprendre, d'essayer de synthétiser, mais comment dire, souvent, soit le modèle il est vraiment trop spécifique à un comportement, ou alors au contraire, il est trop général et du coup, assez peu aidant, on va dire, en tout cas dans une optique hein, de faire des recommandations aux praticiens, parce que c'est quand même aussi notre objectif en sciences de gestion. Et sur les échelles de mesure, alors moi j'avais repéré 3 échelles de mesure mais qui étaient aussi assez spécifiques. Donc l'attitude à l'égard d'aide à l'égard d'autrui, l'attitude à l'égard des organisations caritatives, ce qui est peut-être l'échelle la plus intéressante dans une optique de préconisation, hein, toujours, et puis les motivations en matière de cadeaux.
Voilà, et puis donc, bon, moi, l'idée, hein, comment dire, qui a été nourrie, bon, de ce travail de synthèse de la littérature, mais aussi de tous les échanges qu'on a pu avoir au sein du groupe de projet ANR et puis avec d'autres collègues. L'idée, c'était d'essayer un petit peu de dresser un agenda de recherche, en fait, et voir vers où aller. Donc, j'ai structuré, en fait, ces voies de recherche en 3 pans. Un programme pourrait porter donc sur le don dans un contexte social et culturel. Donc, l'idée étant peut-être on peut se poser les différentes institutions, marché, État, mais aussi la famille, l'Église, les associations, toutes ces institutions ont évolué. Donc, dans quelle mesure ça peut influencer les représentations, les pratiques de don de l'individu et quelle place en fait ces institutions prennent-elles dans la socialisation au don? Donc, comment est-ce qu'on entre en fait dans un comportement de don et comment ces institutions participent, on va dire, à l'entrée dans le don. La question également des systèmes culturels, politiques, économiques, dans quelle mesure ça peut influencer donc les représentations, les comportements. Et puis, donc, je vais y revenir, bon, l'impact d'Internet hein, comme canal de dons supplémentaire. Alors, est-ce que c'est un canal, uniquement un canal, ou est-ce que ça génère en fait de nouveaux comportements? A priori, sans dévoiler comment toute la thèse d'Amen Benouman là, qui va s'unir le mois prochain, a priori, ça génère en fait de nouveaux comportements. Voilà, alors tout un pan également sur les caractéristiques des donateurs. Bon, la question, on l'a vu, il y a énormément, comment dire, de variables hein, qui influencent les comportements de don. Donc, est-ce qu'il est possible de hiérarchiser en fait ces facteurs socio-économiques qui influencent le don? La question du genre également n'a pas vraiment été posée. Donc, il y a la question du sexe qui a été posée avec des travaux. D'ailleurs, les résultats divergent. Hein, donc, on sait aujourd'hui qu'il y a de grandes évolutions dans la manière dont les individus perçoivent leur genre et vivent, on va dire, leur genre. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. La question de la génération, j'y reviendrai, on avait commencé à y travailler avec Caroline Urbain aussi. Est-ce que l'appartenance à une génération influence les comportements? On avait travaillé sur la génération Y. Donc, toute la question des variables qui influencent le legs, donc l'attitude à l'égard de la mort, la générativité, par exemple. Et puis, donc, il y a très peu également de recherches hein, sur tout ce qui est ethnicité, normes en matière de liberté, de proximité, d'intimité, de la religion, de la religiosité. Alors, bon, sachant qu'en France, on est un petit peu limité parce qu'on n'a pas le droit de poser ces questions-là, donc voilà, enfin, ou le contourner un petit peu, enfin bon, c'est dans un questionnaire en tout cas, c'est toujours délicat. Voilà, l'appartenance à une communauté réelle, imaginaire, est-ce que ça a une influence sur les pratiques de don? Puis la question de la modélisation, elle reste, alors c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse le plus, mais comment dire, je pense que ça pourrait quand même être intéressant d'y retravailler. Et puis enfin, donc, tout ce qui est, alors adopter une approche critique de la collecte de fonds. Jonathan, tu avais travaillé notamment, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le diapo, j'aurais dû le mettre. Mais bon, j'ai mis l'ouvrage, donc comment dire, il faut lire l'ouvrage en fait en entier. Ouais, je vais y revenir. Donc, on sait qu'il y a, comment dire, une forme de résistance hein, à l'égard de certaines pratiques. Donc, au-delà de l'efficacité des techniques marketing en collecte de fonds, bon, comment étudier l'influence globale, on va dire, que peuvent avoir ces organisations sociales, caritatives, philanthropiques sur les donateurs, leur comportement de don, et puis encore leur fidélité, parce qu'on sait les associations ont beaucoup de mal en fait à trouver de nouveaux donateurs. Donc, il est important de fidéliser, comment dire, les donateurs actuels. Et puis, voilà, donc quel sens donner à la critique et puis quelle réponse donc apporter à la résistance à l'égard des associations et de leurs sollicitations.
Alors, du coup, je vous ai mis à la suite quelques références. Alors, donc, suite aux travaux hein, donc, du groupe ANR, il y a un ouvrage en fait collectif qui est paru, que l'on avait coordonné donc, avec Michel Bergata puis avec Bertrand Hurien, qui s'appelle Dons et pratiques caritatives. Donc, justement, il y a un chapitre, hein, comment dire, écrit par Jonathan donc, et Jean-Sébastien Marcoux. Voilà, alors nous, plus spécifiquement, moi j'avais travaillé sur la question de la dynamique en fait de dons au cours d'une vie. Donc c'était le chapitre écrit avec Caroline Urbain donc sur les histoires de vie, sur la génération Y également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis donc suite à ces travaux avec Bertrand Hurien et Caroline Urbain, donc on avait travaillé en fait au l'idée, hein, c'était vraiment de faire un premier article, en fait, parce qu'il y avait des travaux, mais comment dire, plus des études, hein, comment réaliser par différents organismes, qui mettaient en évidence, comment dire, l'émergence en fait d'une résistance en fait aux dons d'argent et aux sollicitations des associations. Donc, on avait écrit ce premier article, et vous verrez que j'ai une doctorante qui a travaillé par la suite sur cette question également. Alors, on avait commencé également tout un travail, alors on n'a pas forcément mené au bout, mais qui était sur la comparaison en fait des différentes pratiques, dont partage, consommation, voir comment en fait tous ces comportements s'articulaient. Donc, on avait communiqué en 2011 au congrès donc ACR. Voilà, il y a un chapitre d'ouvrage également qui est paru sur ce sujet. À noter aussi comment dans le groupe et donc une recherche comment dire qui a été parue donc qui est parue chez vous comment dans la revue Management International donc sur la collecte de fonds donc dans les établissements de santé avec Florence Busson-Villa et Karine Galopel-Morvan et donc voilà je vous ai mis la référence là de l'article en fait paru sur l'utilisation de la culpabilité en communication, donc sachant que c'est pas dans le titre, mais ça porte vraiment sur la communication en fait des associations. Et puis voilà, et puis mes petits, donc Andrea Gourmelin donc, a soutenu sa thèse en 2013, elle est maintenant en poste à l'Université de Montpellier. Et donc, elle avait exploré en fait la question donc, du bénévolat des retraités. Donc, dans notre labo, hein, vous l'aurez compris, donc c'est Bertrand Hurien qui est à l'origine en fait de toutes ces recherches. Comme on a il y a eu beaucoup de travaux sur le temps, sur le vieillissement, sur la mort aussi. Hein, voilà, un jour ou l'autre, ça arrive. Et donc, voilà, Andrea s'est insérée dans ce groupe et elle a travaillé donc sur le concept de pression temporelle ultime, la pression temporelle que l'on peut, comment dire, ressentir à l'approche de la mort. Hein. C'est pas forcément quand on est, c'est pas forcément les plus âgés d'ailleurs. Par exemple, un malade peut ressentir cette pression temporelle ultime. Même jeune. Et voilà. Et donc, elle avait donc conceptualisé donc la pression temporelle ultime et mesuré son influence donc, sur les motivations au bénévolat des retraités. Et voilà. Puis, elle a contribué également à un article collectif qui est paru dans Décision Marketing, plus sur la question, du coup, à partir des résultats en fait, de sa thèse, elle a fait des préconisations managériales pour voir comment les associations peuvent recruter, fidéliser les bénévoles retraités. C'est vrai que ce sont des personnes qui ont du temps, donc ça peut être une cible intéressante pour certaines associations. Donc concernant la résistance en fait dans la suite en fait hein, du papier que l'on avait écrit donc avec Bertrand et Caroline sur la résistance aux dons des associations. Donc j'ai une doctorante qui s'est engagée donc Ferouza Krim dans une thèse qu'elle a soutenue en 2017 et donc il s'intitulait L'intrusion perçue des sollicitations de dons d'argent par les associations et son influence sur la résistance. Donc voilà, elle a présenté comment dire les résultats de ses travaux donc au congrès de l'AFM en 2017. Elle a d'ailleurs reçu le prix de la meilleure communication. Et donc toutes ces, enfin
la thèse Andrea, la thèse de Férouz sont en ligne aussi hein, sur comment c'est HAL. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis, voilà, elle avait travaillé plutôt sur les jeunes actifs, en fait, au début de sa thèse. Après elle a élargi sa cible au final. Mais au tout début, elle avait commencé à travailler sur les freins aux dons en ligne chez les jeunes actifs. Et donc, elle avait communiqué également à l'AFM les résultats de ses travaux. Et puis donc le petit dernier, donc c'est Ahmed Ben Ouman qui va soutenir sa thèse le mois prochain et qui lui a travaillé sur l'influence des caractéristiques des messages associatifs sur les réseaux sociaux, sur le soutien symbolique virtuel et le don monétaire en fait. Donc il a travaillé sur tout ce qui est messages viraux. Et comment donc il a étudié en fait les comportements, donc les likes, le partage de ces messages par exemple, les commentaires, voilà, à partir d'études, il a travaillé avec une association qui s'appelle comment Elle d'avenir me semble-t-il. Et voilà, donc pour mesurer en fait donc, c'est ce qu'on appelle le soutien symbolique virtuel, en fait. Hein, et l'idée, c'était de voir quelles étaient les caractéristiques du message qui influençaient le soutien symbolique virtuel et puis surtout, après, qui provoquait le don. Parce qu'évidemment, il y a le soutien symbolique virtuel n'amène pas systématiquement, en fait, hein, au don monétaire aux associations, et c'est quand même un de leurs objectifs. Donc, il a présenté déjà une partie de ses travaux, comment dire, au colloque e-marketing qui est organisé chaque année à Paris par Jean-François Lemoine. Donc voilà pour les derniers travaux. J'oublie hein, certainement des choses, mais enfin, voilà un petit peu ce dont je voulais vous faire part. Et puis, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Je ne sais pas quelle heure il est, qu'il reste un petit peu de temps pour la discussion. C'est parfait, Marine. Mais écoute, merci beaucoup pour cette belle présentation et puis pour de nous avoir exposé tout ça, d'être revenu sur la littérature. Je pense que notamment pour nos jeunes collègues, c'est toujours positif et même pour les professionnels qui sont là, parce qu'on en a quelques-uns qui se sont connectés.